L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer les autres, c'est la seule. Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, cher public et chers contradicteurs, permettez-moi de commencer par remercier Albert Schweitzer qui, en une phrase, a devancé toute l'équipe Rhetorica, mais malheureusement pour moi, même en la lisant très lentement, elle ne fait pas 10 minutes. J'ai donc dû voir plus loin qu'une citation pour pouvoir répondre à un sujet aussi bien infligeant qu'inspirant. Alors avant de commencer mon argumentation, laissez-moi reprendre les termes du sujet pour que nous puissions partir sur des bases identiques. Être irréprochable est un synonyme de la perfection, d'une personne à qui l'on ne peut faire aucun reproche, pouvant apparaître comme un exemple à suivre aux yeux des autres. La cause, elle, rassurez-vous, chers étudiants de droit, n'est pas que celle qui nous traumatise en droit des contrats, elle recouvre d'autres sens. Comme par exemple, un synonyme d'affaire en droit procédural ou encore l'origine d'une circonstance. Mais celle qu'il faut retenir ici, c'est la cause quand elle est défendue, quand elle est soutenue, dans le sens d'un combat pour lequel on défend une cause, comme je viens de le dire, qui est à l'origine d'une circonstance. Alors, si à force de côtoyer pendant une semaine le mot cause, j'ai été aussi bien heureuse que furieuse, j'en revenais toujours au même point de départ. Pour la soutenir, il faut être irréprochable. Et c'est en vous parlant de morale, de crédibilité, mais aussi de notre société, que la réponse au sujet apparaîtra non seulement évidente, mais elle sera en plus prouvée. Alors tout d'abord, comment pouvons-nous soutenir une cause en étant irréprochable? Parce qu'aucune des deux notions n'a de sens si elle n'est pas reliée à l'autre. Et ce lien, c'est la morale. Alors je m'explique. Si la morale est définie comme la finalité de l'action humaine pour en tenir des conduites à venir, elle est l'élément charnier de ce que je pourrais appeler un cercle vertueux qui va venir relier les notions de cause et d'irréprochabilité. En effet, si je soutiens une cause et que j'ai des principes moraux, ils vont me pousser à être irréprochable. Et donc, je pourrai défendre ma cause dans son entièreté. En revanche, si je n'ai pas de morale, je cesse d'être irréprochable et par conséquent, je ne peux défendre ma cause. La morale ici est un point de liaison. Et si l'un des deux éléments cesse d'être présent au sein de ce cercle que je vous ai dit vertueux, il sera seulement rompu. Naturellement, il n'y a pas d'intérêt à soutenir une cause sans être irréprochable, et l'on ne peut être irréprochable si l'on ne défend pas une cause. Et pour tous ceux qui n'y comprennent rien, c'est, en bref, vouloir passer un examen, aller en cours, mais ne jamais réviser au milieu. Alors prenons un exemple. J'ai un ami, et rassurez-vous, je ne vais pas citer de nom, qui est contre l'infidélité et le prône publiquement, allant même jusqu'à disputer ses autres amis, parce que je vous assure, c'est très courant, surtout à notre âge. Sauf que cet ami, il a lui-même trompé sa petite amie. Eh bien, mon cher ami, il vient de soutenir une cause, mais il n'a visiblement pas eu assez de principes moraux, et c'est donc de ce fait qu'il n'a pas été irréprochable, puisqu'il a lui-même trompé sa copine. Alors que s'il allait au bout de la défense de sa cause en mettant en exergue ses principes moraux, il serait naturellement poussé à devenir irréprochable, parce que c'est le principe même de la morale. Elle vous pousse toujours à devenir irréprochable. Et c'est donc, si la morale est absente d'une situation visant à soutenir une cause, que l'on ne peut être irréprochable. Mais ça lui enlèverait aussi tout l'intérêt de défendre le sujet en lui-même. Ensuite, laissez-moi vous dire que si la volonté de défendre un sujet existe, la crédibilité doit nécessairement être présente pour faire passer ce message. Quelle serait la crédibilité du sujet que je soutiens si mon comportement est l'oxymore même de ce que je vous ai avancé? Comment le message serait-il reçu? Et quelle en serait son influence? L'utilité même de se battre pour une cause est de faire passer un message, de toucher un public. Mais pour atteindre cet objectif, il faut au moins qu'il soit crédible. Il apparaît donc logique que le meilleur moyen d'appuyer ses propos
et d'agir de façon exemplaire. Parce que, chers contradicteurs, dites-moi comment une volonté sans action montre-t-elle une réelle envie si elle n'est pas en accord avec la thèse soutenue? Alors que, tandis que si je vous demande de faire ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, comme pourraient le faire certains politiques dont je tairai les noms, je serais tout simplement dénué de toute crédibilité. Des actes contradictoires avec vos propos ne peuvent qu'entraver le combat lui-même. Et par conséquent, c'est ici que demeure l'intérêt d'être exemplaire pour défendre une cause. En l'espèce, par rapport au sujet du réchauffement climatique, des études scientifiques se sont penchées sur le sujet et elles sont unanimes. Sur les changements comportementaux vis-à-vis du changement climatique, l'exemplarité est un vecteur efficace. En gros, il vaudrait mieux éviter de parler du climat, mais de prendre un avion pour aller d'un bureau de vote à un autre. Par exemple, la militante Greta Thunberg a décidé de réduire son empreinte carbone en passant de déplacements en avion à ceux en bateau. Alors attention, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas exemplaire si vous ne prenez que l'avion et que vous n'avez pas le choix. Non. C'est quand on a le choix et qu'on peut prendre un moyen de transport avec une empreinte carbone plus faible que l'on devient exemplaire, surtout si l'on défend le réchauffement climatique. Et cela vous permettra d'être irréprochable aux yeux des autres, et votre message sera que mieux reçu par le public. Enfin, j'aimerais finir en vous disant que naturellement, nous tendons à être irréprochables dans le soutien de notre cause pour faire face à notre société. Parce que lorsqu'on plaide une cause, on s'expose au regard du public. Et ce public, qu'il soit national, international, public, privé, d'une sphère familiale, professionnelle ou amoureuse, ce public, il aura toujours un regard critique. Mais ces critiques, elles sortent en réalité que d'une société qui rejette ses peurs sur les défauts qui lui sont exposés, et même parfois pas exposés, parce qu'on est dans une société où la recherche des défauts prône. Et vous êtes actuellement en train de chercher les miens. Et de plus, laissez-moi vous dire que si l'on est dans une société qui ne laisse pas place aux reproches, c'est parce que certains métiers vont exiger de vous un casier judiciaire vierge. Alors quand bien même certains ne l'exigent pas, ils peuvent le consulter, laissant planer une pression constante autour des reproches que l'on peut ou ne peut pas vous faire. J'ai envie de soutenir ma nation en étant militaire, oui, mais avec un casier judiciaire vierge. J'ai envie de protéger la population en étant policier, oui, mais avec un casier judiciaire vierge. Et si la nécessité d'être irréprochable pour la société ne serait pas vraie, alors expliquez-moi pourquoi. Pourquoi, par exemple, M. Griveaux a retiré sa candidature à la mairie de Paris après la diffusion d'une vidéo lui pouvant être reprochée et pouvant se transformer en une véritable arme de reproche? C'est donc face à une société acharnée que le besoin d'être irréprochable dans le combat pour une cause surgit plus que jamais. Pour conclure, j'espère que vous retiendrez la nécessité de devoir être irréprochable pour soutenir une cause, notamment d'un point de vue moral, crédible, mais surtout face à une société intransigeante. Merci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Alors je ne sais pas si vous avez eu la chance qu'on vous donne un Nouveau Testament à la sortie de l'amphi Jules Durand la semaine dernière, mais cette citation soutient votre thèse, chère contradictrice. En effet, comme tout le monde ici, comme moi, je trouve qu'il y a une certaine noblesse à ce qui tend à l'irréprochabilité lorsqu'il s'agit de soutenir une cause. Mais alors, faut-il être irréprochable pour soutenir une cause? Non, je ne pense pas. Pas forcément. Du moins, pas tout le temps, voire très peu souvent. En réalité, nos deux thèses forment un même cheminement. Vous posez l'irréprochabilité comme quelque chose de prestigieux,
Mais vous mettez des œillères en cours de route en la posant comme vérité générale. Vérité générale qui, comme beaucoup de choses aujourd'hui, doit être déconstruite. Vous avez vu comme je suis à jour sur ma génération? Je vous invite donc à l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit pour explorer la pluralité des moyens au service d'une cause. Que diriez-vous d'essayer l'agressivité, l'humour, la manipulation, la violence? Moi, j'aime bien la violence. Recentrons-nous sur l'irréprochabilité. C'est le fait d'être sans reproche, inattaquable. Vraiment? Vous y croyez? Bon, visiblement, oui. Moi, je connais personne qui est dans ce cas-là. Quand il s'agit du soutien d'une cause, c'est un peu pareil. On est dans un espèce de flou artistique. Tout le monde a vaguement l'idée de ce que c'est, mais personne ne sait vraiment où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle se termine. Quand on associe les deux, on a ce qui s'apparente à un beau couple. Irréprochabilité, soutien d'une cause, oui, ça va plutôt bien ensemble. L'irréprochabilité est fidèle à la cause, mais la cause a tendance à partir de l'infidélité et à s'écarter vers d'autres moyens pour se défendre elle-même. Et dans ce processus, on observe que des fois, elle prend même de la force à s'écarter de l'irréprochabilité. Et c'est ça que j'aimerais démontrer dans ma plaidoirie. Je vous propose d'étudier 3 grands axes. Le premier, l'homme est un être nuancé. Le second, il y a une certaine pédagogie avec le reproche et la faute. Le troisième, l'adaptation est selon moi la seule règle générale au soutien d'une cause. Comme je vous l'ai dit, l'homme est donc un être nuancé. Un être nuancé qui ne connaît pas de logique non manichéenne. Il peut être irréprochable à la lumière, la pire ordure dans l'ombre. Et moi, j'ai une certaine fascination pour ces hommes qui acceptent d'être ni totalement l'un, ni totalement l'autre. L'irréprochabilité est donc une chimère, un idéal vers lequel on peut tendre, mais jamais réellement en toucher les contours. Celui qui accepte qu'il est ni tout blanc, ni tout noir, a déjà fait un pas de plus comparé à celui qui se prétend être irréprochable. Vous êtes à la fois l'homme civilisé et l'animal sauvage. Les deux sont en vous. Illustrons ça. Chez les Grecs, les dieux témoignent de notre nature d'homme. J'ai envie de m'intéresser à 2 d'entre eux, Apollon et Dionysos. Tout ce qui va être Apollon, donc le dieu de l'art, du chant, de la musique, de la poésie, c'est ce qui va être notre énergie équilibrée, rationnelle, voire mesurée. Dionysos est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès. C'est notre énergie viscérale, notre côté sombre. Alors nos ancêtres nous ont transmis ces 2 divinités pour prouver que l'homme est entaché à une dualité. Une dualité qui ne cesse de caractériser la nature humaine. Vous avez à la fois, encore une fois, je le répète, l'animal sauvage en vous et l'homme mesuré et civilisé. Cet animal sauvage, ce côté dionysiaque, il est comme votre ombre. Peu importe où vous vous déplacez, elle vous suit. Peu importe le temps, l'espace, la température, tout ce que vous voulez. Regardez, vous aussi, vous en avez une ici. Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher? Vous soutenez l'OM? Vous dites chocolatine? Non. Vous soutenez la mauvaise thèse. L'imperfection apparaît donc comme une marque de qualité, presque comme une marque de qualité. Quelqu'un qui ne connaît pas cette imperfection n'est plus réellement humain. Posez-vous donc la question, quel est votre personnage de film préféré? Grande chance que ce soit un anti-héros, passant par Tyler Durden dans Fight Club, Patrick Bateman dans American Psycho ou encore Anakin Skywalker dans Star Wars. Je vous le répète, l'homme n'est pas fait pour l'irréprochabilité et c'est ça qui le rend humain. Parlons de la valeur pédagogique de la faute ou du reproche. Alors, pas tout le temps,
Mais souvent, soumettre une faute qui peut nous être reprochée fait ériger notre vécu en un argument d'autorité. C'est parce que j'ai commis cette faute que j'ai appris, que je suis devenu meilleur. Et donc, le manque d'irréprochabilité prend ses racines dans son opposé. Rien de tel qu'un drogué pour parler de drôle, rien de tel qu'un fumeur pour parler de cigarette, et rien de tel qu'un alcoolique pour parler de bouteille. Notre imperfection vis-à-vis de la cause va constituer le socle de cette même cause. Plutôt que d'ériger l'irréprochable au sommet d'une cause, préférez celui qui a fait l'expérience de la vie, celui qui a fait l'expérience des fautes, des reproches, mais également aussi des réussites et des compliments qui vont avec. On dit souvent qu'on apprend de ses erreurs. Figurez-vous que j'ai beaucoup appris. L'homme est donc attaché à son boulet de reproches. Et malgré lui, il va devoir faire avec. Il va même pouvoir apprendre. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a démontré. Cependant, pour pouvoir apprendre de ses propres reproches, il va devoir non plus s'intéresser à être irréprochable, mais avoir un rapport à l'irréprochabilité. Comment fait-il cela ? Avec l'adaptation. Il ne s'agit pas d'être un rocher insensible aux vagues des reproches, des discriminations, des remarques, des désaccords, de tout ce que vous voulez. Il s'agit de toujours se renforcer, avoir la sagesse de prendre du recul par rapport à ces reproches. Ainsi, on devient une machine capable d'encaisser et surtout de se reconstruire. Et il y a cette dynamique d'évolution qui tend presque vers l'infini. La vie nous donne une profusion d'exemples. Le sportif qui se fait une tendinite, il encaisse, il s'adapte, il continue, il devient plus fort. L'étudiant qui fait des erreurs dans sa méthodologie, c'est pareil, il encaisse, il s'adapte, il continue, il devient plus fort. Accueillez l'imperfection au soutien d'une cause, elle vous fera grandir. Mais prenez-la comme un précepteur qui n'a hâte qu'une seule chose, c'est de ne plus être là car il vous a tout appris. J'aimerais maintenant conclure. Comme vous l'avez compris, l'irréprochabilité et le soutien d'une cause sont deux notions trop floues pour faire la condition de l'une l'autre. C'est au pire contre-productif et au mieux un danger. Bâtir un empire, quel qu'il soit, sur le fondement de l'irréprochabilité, me semble d'une logique quelque peu totalitaire. Mais bon, pourquoi pas? Allez-y. Fondez votre parti sur l'irréprochabilité, les irréprochables. On verra bien combien de temps vous allez tenir votre réputation. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Chers contradicteurs, tout d'abord, merci pour cette belle plaidoirie. Malheureusement, elle n'était pas irréprochable. J'aimerais revenir sur certains de vos propos. Vous commencez par parler de nuances, que être irréprochable doit se nuancer. Mais donc, être irréprochable, c'est donc être neutre? Où est la perfection? Et au contraire, où est l'erreur? Pour vous, on ne doit ni faire bien ni faire mal, mais être au milieu, parce qu'il faut tout nuancer. Vous venez ajouter que je soutiens la mauvaise thèse. Je ne me permettrai pas de dire que vous manquez d'impartialité, puisque vous êtes obligé de dire que je soutiens la mauvaise. De plus, vous parlez de pédagogie. Vous nous donnez tous les exemples du fumeur, du toxicomane et de l'alcoolique. Donc si j'en crois vos propos, on doit tous passer par quelque chose d'horrible, on doit tous commencer en bas de l'échelle, on doit tous faire plein d'erreurs. Mais avez-vous pensé à ces fumeurs, à ces toxicomanes et aux alcooliques qui restent bloqués dans la maladie? Tous les fumeurs que vous croisez vous diront « une cigarette à la bouche, surtout, ne commence pas ». Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de cela, ils n'arrivent pas à devenir irréprochables. Vous parlez également de pédagogie, mais j'ai envie de vous répondre. Avez-vous pensé aux conséquences sur le fait qu'on puisse vous faire des reproches dans la cause que vous défendez? Je vais vous prendre un exemple simple.
Aujourd'hui, au XXIe siècle, le siècle des réseaux sociaux, où toutes les influenceuses, grandes stars, même s'il y a des stars de télé-réalité, vont venir vous prôner qu'il faut s'accepter au naturel. Accepter les moindres petits défauts que l'on peut avoir. Cependant, elles sont toutes retouchées, botoxées et loin d'être irréprochables. Mais la conséquence de cela, on peut leur reprocher, certes. Elles prônent de s'accepter au naturel, mais elles sont superficielles. La conséquence, elle réside dans les complexes qui touchent, je pense, la moitié de cet amphithéâtre, particulièrement chez les 18-25 ans. Parce que sur les réseaux sociaux, on tend tous à vouloir être irréprochable, sauf que si on a une mauvaise image, je pense que tout est relatif. Pardon. Je pense que plus rien n'a de sens, parce que si vous voulez être irréprochable en allant sur quelque chose qui contredit même ce que l'on vous prône, plus rien n'a de sens. Merci. Chère contradictrice, merci également pour votre plaidoirie. Vous donnez l'illusion de raisonner juste en alignant des syllogismes irréprochables, mais sur des données fausses. Je vous attaquerai sur 3 points. Le premier, d'un point de vue logique, presque mathématique. Le second, sur une confusion entre exemplarité et irréprochabilité. Et enfin, on parlera de morale. D'un point de vue logique, vous donnez des exemples. Des exemples sont très riches, d'une manière instructive. Sont très riches, on commence à pouvoir émettre une conjecture qui va pouvoir être prouvée, effectivement, et donner un théorème. Malheureusement, la succession d'exemples ne suffit pas à avoir ce théorème. Pour prouver que A implique B, que l'irréprochabilité implique le soutien d'une cause, il faut serrer toutes les exceptions. Platon disait, pour entrer dans son école de philosophie, qui n'aime pas les mathématiques et la logique n'entre pas. Vous aurez fait la philosophe du paillasson. Concernant la confusion entre les termes, l'exemplarité et l'irréprochabilité, ça n'est pas la même chose. L'exemplarité est beaucoup plus relaxe que l'irréprochabilité. L'exemplarité est accessible pour l'homme, alors que l'irréprochabilité, elle, ne l'est pas. Imaginons que vous soutenez l'écologie. Le simple fait de toucher cet arbre mort fait de vous quelqu'un qui ne serait pas irréprochable. Concernant la morale, est-ce que ce serait elle qui ferait le lien entre l'irréprochabilité et le soutien d'une cause? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que la morale n'est pas quelque chose d'assez immuable. Elle va, elle vient, elle dépend du contexte civilisationnel. On ne peut pas se baser sur ça. Nietzsche le souligne dans son livre « Généalogie de la morale ». Ce qui fait la morale de l'un ne fait pas la vôtre. Vous n'avez qu'à créer la vôtre. Et je pense que ça fait beaucoup de reproches pour quelqu'un qui soutient que l'irréprochabilité est nécessaire pour le soutien d'une cause. Je vous remercie.